Bonjour à tous. Déjà, merci d'être ici. Merci de nous rejoindre pour ce webinaire. On va vous expliquer un petit peu dans l'idée comment les technologies du jeu vidéo et la VR peuvent inspirer des solutions d'entreprise. Donc pour ça, on va présenter ce webinaire avec Benjamin Ray. Benjamin, qui est le CTO, directeur de la R&D chez Skyreal, entreprise spécialisée dans des solutions justement de VR pour l'industrie. Donc je vais laisser Benjamin peut-être présenter rapidement Skyreal. Ouais, déjà, merci Leg et merci Marie de m'avoir invité aujourd'hui et merci à Urban Linker. Donc Skyreal, comment vous expliquer ça? On est éditeur logiciel et ce qu'on essaye de fournir, c'est une solution pour les industriels qui permet de visualiser donc, en réalité virtuelle leur maquette numérique et de pouvoir interagir avec. Donc par exemple, la visualiser à l'échelle 1, naviguer à l'intérieur et interagir, c'est-à-dire bouger les pièces, changer les couleurs, ainsi de suite. Voilà, donc ça, c'est le principe de Skyrib. Et du coup, moi, à Skyrib, donc, je suis CTO et je gère aussi le projet, donc le soft dans son ensemble. Et à mes heures perdues, du coup, je suis aussi développeur sur le projet. Merci Voilà. Benjamin. Du coup, de mon côté, moi, c'est Maeg, donc je suis tech recruteur chez Urban Linker. Je suis également présent, comme vous avez pu entendre en voix off, ma collègue Marie, qui est notre CMO, qui interviendra également pour un petit peu poser les questions que vous allez pouvoir nous poser. Donc pour ceux qui ne connaissent pas forcément Urban Linker, on est un des premiers cabinets, voire le premier cabinet spécialisé sur le recrutement de profils tech en CDI, en startup, à s'être créé en 2009 sur Paris. Du coup, voilà, on va principalement accompagner tous les profils tech, type développeurs, ingénieurs, data, dans leur processus de recrutement, principalement vers des cibles startup. Donc voilà, je vais laisser rapidement Marie reprendre les consignes et puis on va pouvoir Oui, commencer. parfait, merci Maëg. Du coup, si je vous ai déjà demandé, mais je pense que tout le monde l'a déjà fait, de pouvoir, si possible, couper le son et la vidéo, comme ça on sait, on peut bien distinguer qui sont Benjamin et Maëg. Tu m'entends, Maëg? Ouais, très bien. Oui, ouais, parfait. Le webinar sera aussi mis en replay sur la chaîne YouTube. Donc, si vous avez raté le début, ne vous inquiétez pas, on mettra tout ça sur nos réseaux sociaux par la suite. Et bien sûr, n'hésitez pas à poser toutes les questions pendant le cours du webinar. Si Maëg et Benjamin ne les voient pas, je m'autoriserai de pouvoir les couper pour pouvoir poser la question. Donc, n'hésitez pas. Merci beaucoup Marie. Écoute, je vous propose qu'on commence. Donc Benjamin, on va pas mal te solliciter, hein, c'est lui Ouais. l'expert. On peut peut-être reprendre par un petit état des lieux, comme on disait, sur l'évolution de la réalité virtuelle et des technos des jeux vidéo sur ces 5 dernières années, pour restituer un peu le contexte, hein. Ouais, alors 5 dernières années, je sais pas, mais disons dans les dernières années, pour faire Ouais. court, donc on a sur le marché de la VR, globalement un gros mouvement qui est passé donc, de ce qu'on appelle les caves. Donc c'est des grandes salles de réalité virtuelle avec des écrans et des capteurs, ce qui coûtait extrêmement cher. Et petit à petit, on est arrivé vers les HMD. Donc ça, je pense que tout le monde connaît un petit peu l'histoire. C'est Oculus qui a sorti son HMD vers 2010-2012. Et ça a commencé donc à faire un gros boom de ce qu'on appelait le boom de la réalité virtuelle. Donc, c'est-à-dire que toutes les entreprises se sont mises à essayer de faire leur propre solution VR. Et donc ça, c'est arrivé il y a une petite dizaine d'années, mais il faut bien imaginer que la réalité virtuelle, c'est quelque chose qui date des années 90-95. C'est vraiment pas tout jeune. Donc ça, c'est, disons, l'évolution de la VR en tant que telle. Après, il y a une deuxième évolution qui s'est fait un petit peu en parallèle, c'est l'évolution des moteurs de jeu. Donc au tout début, quand on faisait de la réalité virtuelle, on travaillait donc soit from scratch depuis du OpenGL ou du DirectX, et on refaisait entièrement son moteur de jeu avec ses petits bras. Et depuis quelques années, donc, on a la chance d'avoir des moteurs qui sont un peu plus complets, du type Unity et Unreal, donc c'est les deux plus connus. Il y en a d'autres, hein, il y a le CryEngine, enfin il y en a quelques autres comme ça. Et donc depuis, on va dire, les années 2010, il y a de plus en plus de gens qui commencent à migrer sur ces moteurs de jeu et qui ne redéveloppent plus entièrement leur plateforme. Entre les deux, quand même, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a eu un petit moment où il y a des industriels type Dassault Systèmes qui ont sorti leur propre moteur aussi pour les industriels. Et on avait par exemple 3D Via Studio, qui est assez connu, qui est sorti il y a quelques temps, et qui était un peu le précurseur de tout ce qui s'est fait dans Unity et Unreal. Voilà, pour donner un petit historique de la VR en quelques mots. Ok, je te remercie beaucoup. Et du coup, si on parle un petit peu, on prend l'exemple un peu de Skyreal, Ouais. quelles sont un peu les implications du coup des technos de jeux vidéo et des technos de la VR dans le contexte de Skyreal, dans votre activité, dans les produits que vous allez pouvoir faire? Déjà, je pense que ce qui est intéressant, c'est de voir notre histoire à Skyrim. C'est-à-dire,
Nous, on a commencé à l'origine, donc on était Airbus Group Innovation. À l'origine, on a commencé avec des technologies type 3D Via Studio. Enfin, ça s'appelait VirTools à l'époque. Mm. Donc, on a commencé sur des technologies VirTools. On a fait toute une solution VR qui était principalement axée sur les caves. Et le problème du cave, c'est l'accessibilité. Donc, il faut bien imaginer que quand on a une salle qui coûte plusieurs millions d'euros, il faut prendre rendez-vous pour y aller, il faut préparer, ça prend du temps, les gens n'ont pas envie de se déplacer. Donc, c'est quelque chose, ça, c'était il y a 10 ans. Et c'est On quelque est d'accord, chose, la cave, c'est la pièce entière. c'est ça. La cave, c'est vraiment, faut vous imaginer dans une pièce qui est sur tous les murs, il y a des écrans. Vous avez des caméras un petit peu partout qui vont traquer vos mouvements, un petit peu comme on voit dans la motion capture du jeu vidéo, enfin du cinéma. Et donc ça, c'est le cave. Ça vaut très cher parce qu'on est obligé de construire un peu un bâtiment autour. Il y a de la climatisation, il y a des gros vidéoprojecteurs. Enfin bref, c'est quelque chose qui coûte assez cher. Et petit à petit, donc Airbus a voulu un peu déployer ce casque qui est arrivé un petit peu à la mode en disant, bah, attendez, on peut passer d'une solution à 1 million d'euros à une solution qui coûte PC inclus 5 000 euros, quoi. Donc, il y a eu cette question à un moment de se dire, bah, est-ce qu'on continue sur VirTools ou est-ce qu'on va vers des nouveaux moteurs de jeu? Et la réponse finalement a été assez simple parce que VirTools disons que c'est un moteur d'ancienne génération, donc ça ne permettait pas vraiment d'intégrer un casque de réalité virtuelle. Donc voilà, donc on est reparti nous sur l'Unreal Engine depuis quelques années. Et c'est vrai qu'on s'est concentré là-dessus et c'est un choix qui nous permet, en fait, on a fait exactement l'inverse de ce qu'on avait fait à l'époque Airbus. C'est-à-dire qu'on a d'abord développé pour les casques et maintenant, depuis quelques temps, on arrive à développer pour les caves. Ouais. Et on a fait un petit peu le choix inverse. Et finalement, l'évolution du marché, c'est celle-là, c'est vraiment de se dire que on est passé d'un marché qui était full cave à un marché qui aujourd'hui est plutôt full casque avec quelques caves disséminés à droite à gauche. Ok. Voilà. Je te Je me souviens plus de ta remercie. question d'origine. Je crois pas que c'était Euh, celle-là. ouais, non, c'était pour reparler un petit peu des solutions de la VR et de l'application de la VR et des technologies jeux vidéo plutôt dans le Ouais. projet Skyrim pour un petit peu contextualiser la situation. Mais du coup, effectivement, la VR, je pense que tu l'as pu l'expliquer un petit peu dans quelle utilisation vous faites. Est-ce que tu peux rentrer un petit peu plus dans le détail sur un peu l'activité, quelles sont les utilisations de la réalité virtuelle et du coup, peut-être aussi expliquer pourquoi ce choix d'Unity et pas un autre moteur graphique Alors nous, on a choisi Unreal déjà. Unreal, excuse-moi, le Pas de bug de souci. langage. Il n'y a pas de souci. Et plutôt Unreal qu'Unity, par exemple, justement. Alors, je ne veux pas rentrer dans une guéguerre sur les moteurs de jeu, mais c'est vrai que globalement, sur le marché aujourd'hui, on en a trois. On a Unity, Unreal et le CryEngine. Donc, CryEngine, je le mets un petit peu de côté parce que c'est un moteur qui est un peu moins maintenu, notamment sur la VR. Ce qui nous a fait choisir Unreal, c'est, disons, un intérêt principal, c'est que le moteur est open source. Et à l'époque, on était encore Airbus Group Innovation. Le choix de l'open source, c'était le choix de la sécurité. Parce que, donc nous, il faut imaginer qu'on a vécu 10 ans avec VirTools, dont on n'avait pas les sources. Et du jour au lendemain, on nous a dit, bah, si vous voulez intégrer le casque, vous ne pouvez pas, parce que vous n'avez pas la main sur le moteur. Et donc, on a été un petit peu traumatisé par ce truc-là. Et on s'est dit, au moins, l'intérêt d'avoir les sources, c'est de pouvoir faire un petit peu ce qu'on veut. Et même si Unreal venait demain à mourir, enfin, je ne leur souhaite pas et je ne pense pas que ça arrivera, au moins, on aura les sources du moteur et on pourra continuer à travailler. Et donc, Ok. c'est le choix qui a fait qu'on est parti plutôt sur du Unreal. Et avec du recul, c'est un choix disons qu'on referait parce que Unreal est vraiment moteur sur la partie réalité virtuelle. Notamment, c'est eux qui poussent énormément les nouveaux protocoles type OpenXR et qui visent à un peu standardiser le marché de la VR. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, chaque constructeur fait son petit plugin, chaque constructeur intègre quelque chose dans Unity, quelque chose dans Unreal. Et c'est aux développeurs de tout intégrer manuellement, donc ça prend un petit moment. Et Unreal, du coup, est moteur dans cette idée que finalement, tous les constructeurs de casques doivent se standardiser et arriver à un seuil où finalement, on a juste à intégrer une brique logicielle qui est l'API et tous les casques sont automatiquement intégrés de la même manière. Ok. Voilà, donc ça, c'est Unreal qui pousse beaucoup ça et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, disons qu'on considère qu'on a fait le bon choix de passer chez eux. Voilà. Bon, Unity est derrière, hein, de très très près. Mais bon, si tu me demandais pourquoi on a choisi Unreal, c'est principalement C'est pour pour ça. cette raison-là. Ouais. Bah, Voilà. Il y écoute, a je te aussi remercie. une autre toute petite raison que je voudrais ajouter, c'est que Epic Games, comment dire, ils ont cette capacité d'être très proches de leurs clients. C'est-à-dire que chez Unity, quand vous utilisez du Unity, vous n'aurez jamais un account manager qui viendra vous voir et vous dire bah, tout se passe bien, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, est-ce qu'on peut essayer de vous faire de la pub. Alors que chez Unreal, on a vraiment des gens avec qui discuter,
enfin, ils sont de notre réseau, on a régulièrement des discussions avec eux, et ça, c'est vrai que c'est un côté qui est agréable. On a une relation de partenaire et pas simplement de client. Ouais, si tu peux construire avec eux et réfléchir sur les évolutions, les choses comme ça, justement. C'est ça. Et du coup, ouais, tu as utilisé un terme, bon, je connais, donc mais je vais te faire en parler un petit peu, mais de la techno XR Center. Et du coup, là, on a parlé pas mal des technos de la réalité virtuelle dans l'utilisation. Ouais. Et autour, il y a aussi des technos du jeu vidéo, notamment pas mal, on retrouve pas mal les problématiques du game streaming, Ouais, mais du alors cloud tout à gaming, quoi. fait. Alors ça, c'est vrai que depuis tout à l'heure, on parle beaucoup de l'histoire de la VR. On peut aussi se projeter un petit peu et de regarder ce qui va se passer derrière, parce que je pense que c'est un peu ça ta question. Et C'est un peu l'idée, ça se rejoint, ouais. du coup, l'avenir de la VR, c'est vrai qu'on voit aujourd'hui beaucoup de choses qui se passent du côté du streaming. On commence à voir donc des casques qui sont capables déjà de fonctionner sans fil. Donc ça pose beaucoup de questions, notamment sur les industriels. Il y a deux grosses questions. Et les industriels n'aiment pas trop que les données elles se baladent sans fil. Donc ça, c'est bête, mais pour du confidentiel défense, par exemple, il faut un fil. Donc ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a peu de gens qui aiment avoir une antenne 5G directement calée sur la tête. C'est Donc ce voilà, qu'on ça, disait la c'est dernière une fois, deuxième ouais. chose. Donc c'est un peu les deux grosses problématiques, mais disons que petit à petit, les gens s'y habituent. Finalement, tout le monde a un téléphone dans sa poche tous les jours et personne ne se pose la question de savoir si ça émet trop d'ondes. Donc c'est quelque chose qui évolue, les mentalités changent et c'est vrai que petit à petit, on s'aperçoit que on arrive sur par exemple du Microsoft HoloLens où le gros du calcul est fait dans le cloud et ensuite c'est streamé directement sur le device. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on voit arriver. On a aussi Unreal qui a une techno qui s'appelle le pixel streaming, qui fait à peu près le même système et qui permet de tout centraliser sur un serveur de calcul et d'envoyer le résultat directement sur le device. Donc ça, c'est quelque chose qu'on voit. Nous, à Skyreel, on considère que c'est pas encore la bonne solution pour Mm. plein de raisons, parce que ça obligerait nos clients à monter des serveurs de calcul chez eux. Et déjà que c'est très compliqué comment dire, de déployer un logiciel chez un client, par exemple comme Airbus ou comme Ariane. On imagine mal déployer un serveur de calcul chez eux. Ça serait vraiment très, très compliqué. Donc voilà, donc en fait, on sent que c'est l'avenir, on sent que c'est là où va le marché, mais il faut qu'on y aille à tâtons, il faut qu'on attende que tout se stabilise. Et notre vision à Skyreel, ça reste un peu ça, c'est de se dire, il y a des technos qui sont très récentes et qui sont très prometteuses, mais il faut surtout pas courir dessus parce on n'est pas une entreprise de service qui fait de la R&D, on est une entreprise, on est éditeur logiciel et nos clients attendent quelque chose de stable, quelque chose qu'ils peuvent déployer. Donc nous, on le fait en interne, on a des projets de R&D un petit peu sur ces trucs-là, mais on ne le déploiera pas tant qu'on n'est pas sûr que c'est un réel intérêt pour le client. Ouais, il y a une nécessité de faire de la veille, de rester à jour pour anticiper les évolutions techniques, mais Ouais. on reste sur de l'industrie, on reste sur de l'application réelle, et comme tu dis, il y a une forme de pragmatisme importante à avoir, il y a une forme d'industrialisation à mettre en place. Tout à Donc fait. effectivement, on n'est pas sur une vitrine graphique et performante comme on peut le voir sur du jeu vidéo qui va finalement être, j'imagine, une mise en avant des technologies et du savoir-faire, par exemple, de Epic Games, si on C'est prend ça. leur moteur graphique. Dans l'industrie, on va avoir un besoin de solidité, ouais, de solidité, de fiabilité finalement qui est finalement plus importante. Clairement. C'est un Donc, petit mot que je peux rajouter là-dessus. Enfin, mm, c'est peut-être mon côté qui a quasiment toujours travaillé pour les industries. Mais mm, on a tendance à dire que le jeu vidéo, enfin, les gens qui font du jeu vidéo ont tendance à beaucoup tricher. mm. C'est pas forcément quelque chose de mal, mais c'est-à-dire que quand on va par exemple afficher une lumière à un endroit, tout va être précalculé pour que la lumière s'affiche parfaitement bien. Ouais, tu Mais en prends le fait, ray tracing ou des choses comme ça, au final, c'est pas enfin, c'est pas exactement fait comme pour être naturel, c'est juste fait c'est pour s'en ça. rapprocher, mais on simplifie les calculs et les. Et ce qui est vraiment très dur dans l'industrie, c'est qu'on ne sait jamais ce qu'on a en face de nous. C'est-à-dire que c'est très difficile d'expliquer à quelqu'un qui fait par exemple des micro-puces Mm, que son système est très différent d'une personne qui fait un avion complet. Et nous, il faut qu'on soit capable d'afficher un avion complet comme une micro-puce. mm. Et c'est ça qui est très difficile, c'est qu'on ne peut pas tricher parce qu'on ne sait jamais ce qu'on a en face de nous. Donc on a des petites bidouilles à faire. Et ça, c'est vrai que c'est une très grosse évolution de ces derniers temps sur le marché du jeu vidéo en général, du moteur de jeu, c'est que de plus en plus, on s'aperçoit que les moteurs, enfin, comment dire, essayent de faire quelque chose de réaliste sans tricher. C'est ce que tu as dit tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle le RTX, le Ray Tracing, la Global Illumination. Mm. C'est des choses que les moteurs de jeu essayent de faire en temps réel, qui aujourd'hui, Mm. par exemple, vous avez toute l'industrie du cinéma qui travaille sur du 3ds Max, du Maya ou du cinéma 4D, et qui,
Je vois qu'il y a des petits commentaires. Je travaille sur l'industrie 4D. Ouais, on triche quand même. On triche toujours. Et donc, ces industries-là donc, se font un petit peu manger par les moteurs de jeu parce que le moteur de jeu va de plus en plus pour essayer de faire du temps réel sur des technos qui aujourd'hui étaient uniquement en pré-calcul ou qui prenaient des heures à valider, quoi. Donc, l'industrie tend vers ça de plus en plus et c'est une bonne chose parce qu'on arrivera vers des résultats qui sont beaucoup plus précis et qui demanderont beaucoup moins de calcul. Et ça, c'est quelque chose qui arrive assez vite, mine de rien, et qui passe un peu sous le tapis parce que les gens ne comprennent pas trop ce que c'est que de la global illumination, ils ne comprennent pas trop ce que c'est que du ray tracing, et en plus, quand on leur montre des vidéos, ils voient très mal la différence. C'est-à-dire qu'on leur dit, vous avez vu, on a activé le ray tracing, on regarde la vidéo, on fait, bon, ça ne change pas grand-chose, c'est un peu plus clair, un petit peu plus... On a du mal à expliquer ce que c'est, quoi. Et pourtant, la techno qui est derrière est vraiment... c'est du breaking change, quoi. C'est vraiment Ouais. une autre manière de voir la vision de la 3D, et c'est vraiment quelque chose qui arrive assez vite. Ouais, encore une fois, ça va être une vitrine jeux vidéo parce que voilà, mais derrière les applications et en termes de calcul, Sont assez d'algo, énormes. choses comme ça sont assez énormes. Une des énormes applications qui arrive directement, c'est le marché du cinéma. C'est-à-dire que de plus en plus, je pense que tout le monde connaît le Mandalorian. Faut imaginer que le Mandalorian, il y a 5 ans, ça aurait été fait par un 3ds Max et ça aurait coûté extrêmement cher. Aujourd'hui, c'est fait directement dans Unreal Engine et ça coûte plus rien. Et c'est pour ça qu'on est capable, même en pleine crise du Covid, de faire 8 épisodes du Mandalorian en une année. Ce qu'on aurait été incapable de faire à l'époque. C'est ce que je disais, c'est un article que je disais il y a 1 ou 2 ans, justement ça m'y fait penser, qui est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui les moteurs graphiques sont tellement puissants et performants qu'on peut effectivement, à l'avenir, on peut imaginer quelqu'un tout seul sur son ordi faire un film quasiment complet avec un rendu graphique proche de la réalité, quoi. Il y a des évolutions qui sont assez énormes. Ouais, clairement. Et du coup, bon, au final, on devait faire les évolutions de la VR et des technos à surveiller un peu plus tard, mais vu qu'on a pas mal abordé le sujet, je propose qu'on reprenne un peu notre timeline. Mais on en avait parlé aussi, la réalité virtuelle, finalement, dans le jeu vidéo, encore une fois, c'est finalement une vitrine, mais l'avenir de la réalité virtuelle, c'est pas le jeu vidéo. Si on y pense, ça me permettra de faire la transition ensuite. Mais... Ouais, disons, je vais te redire la même chose que ce que je t'avais déjà dit avant le webinaire, c'est que j'avais un ancien prof de philosophie du jeu vidéo, donc c'est une matière un peu spéciale, mais qui nous disait qu'un joueur de jeu vidéo, ce qu'il aimait dans le jeu vidéo, c'est d'être dans son canapé, à tenir sa manette, et surtout ne rien faire pendant que son personnage est en train de se défoncer au travail. Et c'est quelque chose qui est un petit peu aux antipodes de la réalité virtuelle. C'est-à-dire que la réalité virtuelle, c'est vous qui travaillez, et du coup, c'est vrai que c'est pas très adapté aux jeux vidéo, mine de rien. Donc, il y aura toujours un marché du jeu vidéo pour la réalité virtuelle. Il y a toujours plein de gens qui adorent ça, mais ça restera quand même assez limité et on n'arrive toujours pas dans le jeu vidéo à trouver le truc qui fait que ça marche. Et pourtant, on a des perles. Par exemple, si on voit un Alix, le jeu est vraiment superbe, mais mine de rien, ça n'a pas fait décoller le marché de la VR. Alors que justement, de l'autre côté, de la partie industrielle et la partie, disons, plus professionnelle des utilisations de casques, on voit vraiment à quoi ça sert. C'est-à-dire qu'on comprend par exemple que pour la formation, c'est parfait de pouvoir tester des choses qu'on ne peut pas faire en avance. Par exemple, vous êtes dans l'ISS et on veut vous expliquer les plans de l'ISS, on ne va pas vous envoyer dans l'espace, ça coûte trop cher. Donc ça permet déjà de visualiser un petit peu tout ça en VR. Enfin, c'est des exemples parmi tant d'autres, mais ça permet un petit peu de... par exemple, un chef de produit, quelqu'un qui design une fusée, qui design un avion, ça lui permet de voir l'évolution du travail de tous les gens qui travaillent autour de cet avion. Et ça lui permet, hop, en enfilant le casque, de voir tout le processus qui évolue devant lui, et ainsi de suite, quoi. Donc, on sent vraiment l'intérêt de la VR dans le milieu industriel. On le sent beaucoup moins dans le jeu vidéo. Je vois qu'il y a une remarque aussi là, sur les parcs d'attractions. Donc, personnellement, je n'ai jamais testé, j'adorerais le faire, mais bon, il y a eu le Covid. Je pense qu'effectivement, il y a des retours super positifs sur la VR dans les parcs d'attractions parce qu'on arrive à faire un petit peu de la 4D, c'est-à-dire visualiser l'image en même temps que d'avoir les sensations, les émotions. Et ça, c'est vrai que c'est... Moi, perso, c'est quelque chose que j'aimerais bien essayer, mais je vous avoue que je ne l'ai pas fait. Mais J'ai pas pu le faire en parc d'attraction. Par contre, j'ai testé sur Bordeaux. Il y a un centre de VR justement où en fait c'est un petit peu un espèce de Call of Duty zombie où donc tu t'embarques ton pack, t'as tes lunettes, t'as une espèce d'arme, t'as ton sac à dos avec l'ordi et en fait t'es lâché dans un hangar et tu visualises, t'as l'impression d'être de monter des étages, tout ça. Et t'es vraiment effectivement t'as plusieurs, donc tu vois tes potes, c'est une expérience assez dingue. Alors c'est assez effectivement bluffant. graphiquement
ça demande encore de l'évolution, mais c'est vraiment bluffant et on a vraiment cette sensation. Enfin, je me souviens, il y a un truc qui m'a fait marrer, c'est t'arrives à un moment, il faut que tu passes sur une espèce dans le vide et tu passes sur une espèce de pont en bois et en fait, tu vois tout le monde qui ralentit, qui est en train de marcher à 2-2 alors qu'en fait, c'est un seul plat, quoi. Ah Mais oui, dans ta oui, tête, et c'est vrai que l'expérience est t'es assez dedans. bluffante, t'es vraiment dedans, t'es vraiment à courir partout, à Ah bah, crier. C'est c'est assez sympa, l'effet ouais. de la VR qui est vraiment bien, c'est qu'on a un effet waouh qui est incroyable. C'est-à-dire que, bon, pour ceux qui font de la VR tous les jours, on s'en souvient plus trop, mais la première fois qu'on met un casque, on a vraiment cette sensation qu'il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe, quoi, qu'on est vraiment dans un autre monde et on arrive à être Ouais, projeté comme ça. Bon, en général, c'est ça. on a 10 minutes après l'effet inverse, C'est c'est-à-dire de ça, dire, mais bon, finalement, je vois pas trop à quoi ça sert, mm, mais on a quand même cet effet de montée d'adrénaline quand on voit le casque, quand on voit ce qu'on peut faire avec, c'est et vrai que ça, c'est vrai que c'est cool. t'as un peu le côté Ready Player One quand tu le mets pour la première Ouais. fois où tu découvres un nouveau monde, ça c'est vrai. Clairement. C'est un effet Et qui est vraiment top, et même pour les personnes qui sont pas trop tech. C'est-à-dire, faites-le essayer à vos grands-parents ou à vos parents, ils vous diront non pendant 2 jours, et le jour où vous arriverez à leur mettre le casque sur la tête, ils diront waouh, c'est quand même pas mal. c'est quand même sacré. Ouais. Et Du coup, après, ouais, ouais, moi, vas-y. vas-y, non, vas-y, finis. C'est Non, juste qu'il y a Brice qui a intervenu. bah, justement, je Euh, vais y répondre. Ouais, Ah vas-y. bah Je te vas-y, bah, je laisse. te l'ai. Bah, Non, du coup, Brice qui nous disait qu'effectivement, il y a une question d'espace nécessaire, notamment dans les appartements en ville qui sont pas forcément grands, qui sont voilà. Et c'est vrai que la VR peut demander de l'espace, surtout dans des conditions comme ça, qui vont se rapprocher finalement un peu de ce que fait une cave, enfin d'une cave ou des choses comme ça, ouais. où là, effectivement, bah, bien sûr, tu as besoin d'espace. Et c'est vrai que ça joue, et c'est un peu ce que ça rejoint un peu le côté canapé aussi. C'est que bah, ça demande en fait une interaction et une implication du joueur qui est différente sur la VR, effectivement, qui peut demander de l'espace. Ouais. Et ça, c'est vrai que sur le coup, on a vraiment 3 types de devices en fait qu'il faut différencier. On a le device type cave. Donc là, vous avez besoin d'un bâtiment. Enfin, c'est de moins en moins vrai, mais disons que vous avez besoin d'un espace qui est quand même assez conséquent. Vous avez le device type HTC Vive, c'est-à-dire un device avec des caméras qui sont à la fois dans le casque et en même temps à l'extérieur. Mm. Et donc là, effectivement, il faut pas mal d'espace parce que je crois que la zone minimum, c'est une dizaine de mètres carrés, donc il faut quand même avoir de quoi faire. Et vous avez les nouveaux casques qui sortent type Omnicep ou Oculus Rift, ou même les derniers, les Vive Cosmos, par exemple, pour en citer que 3, qui, eux, ont des caméras qu'on appelle inside out et qui permettent de, juste par des algorithmes qui analysent un petit peu ce qu'il y a autour de vous, de Mm. vous repérer un petit peu dans l'espace. Et ça, il faut être honnête que ça marche plutôt pas mal, même dans des espaces restreints. Et par contre, ce qui est nécessaire sur ces casques-là, c'est d'avoir des murs qui ne sont pas tout blancs. Donc D'accord. d'arriver à... En fait, plus vous aurez de la déco autour de vous, plus l'algorithme sera capable de visualiser comment bouge la déco. Donc par exemple, Mm. si vous approchez d'un mur et que vous bougez, ça sera un petit peu plus difficile pour lui de comprendre ce qui est en train de se passer, parce que si votre mur est tout blanc, il ne saura pas comment ça bouge. Donc c'est des petits trucs et astuces comme ça qu'il faut prendre en compte. Sachant que c'est de moins en moins vrai, parce que maintenant, enfin au début on a commencé, on avait 2 caméras, maintenant on en a un peu partout, ils mettent 6, 7, 8 caméras, enfin, ça devient de Ouais. plus en plus efficace et de plus en plus performant. Mais on voit que ça évolue quand même assez rapidement tout ça. Et justement pour vous donner cette possibilité de faire ça chez vous, même si vous n'avez pas de place. Mais voilà. Ouais. Ouais, bah, très intéressant, je te remercie. Je reprends un petit peu la question de Mélanie qui est également très intéressante, qui rebondit justement sur cette expérience de jeu à Bordeaux dont je parlais. Et elle explique que ouais, pour une fois, ce qui est bien, c'est qu'on n'est pas seul. Et très intéressante intervention, je trouve, je vais pouvoir rebondir dessus. La Ouais. VR en équipe, ça ouvre énormément de possibilités, notamment sur la coopération pour le travail en remote. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'applications, et là, on revient sur le côté plutôt industriel, solution d'entreprise. C'est le cas, par exemple, pour Skyreal, où je pense à un peu l'idée, c'est rapprocher, par exemple, deux ingénieurs qui sont pas sur le même site de construction pour, par exemple, visualiser bah, un cockpit d'avion, choses comme ça, sur lesquelles tous les deux travaillent. Alors ça, c'est ce que je peux te répondre là-dessus, c'est que Skyrim, nous, on est entièrement collab. C'est-à-dire que tout ce Mm. qu'on fait chez un serveur peut être fait chez un client, peut être fait chez tout le monde. Enfin bref, tout est pensé pour être justement dans cet esprit de collaboration. Donc c'est quelque chose qui nous paraît de toute façon la base. C'est-à-dire que l'intérêt de la VR, comme dit Mélanie, c'est vraiment d'être à plusieurs. On a moins d'intérêt à être tout seul. L'intérêt d'être tout seul, c'est de faire une revue à l'échelle 1, on va dire. L'intérêt d'être plusieurs, on voit tout de suite l'intérêt, c'est de pouvoir expliquer à quelqu'un, de pouvoir faire une formation, de pouvoir discuter ensemble dans la review. Enfin, ça a un nombre de possibilités infinies. À l'inverse, je vais dire quand même ce qu'il faut quand même savoir, c'est qu'on a certains de nos concurrents qui ont fait l'inverse de nous, c'est-à-dire qu'ils ne font quasiment que du collab. C'est-à-dire qu'ils permettent pas qui n'ont pas d'outils, par exemple, avancés sur la mesure, sur le déplacement des objets,
enfin, j'essaye de faire simple, hein, mais sur comment dire, la visualisation de mannequins, de champs d'accessibilité, et ainsi de suite. Et ceux-là sont aujourd'hui plutôt mal. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas tellement de marché pour des gens qui veulent faire uniquement du collaboratif. Le marché, il est plutôt sur des outils de VR qui ont des fonctionnalités et qui, en plus, proposent du collaboratif que l'inverse. Mm. Donc ça, c'est ce qu'on voit, nous, sur le marché. Et Bon, du coup, c'est après, bien. ouais. Non, vas-y, finis. Dans le cas de Mélanie, c'est vrai que enfin, sa question était plus sur le jeu en lui-même. Et c'est vrai que sur la partie gaming, c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure, on ne voit pas trop l'intérêt de mettre un casque de VR dans son salon parce qu'on a plutôt envie de jouer tranquillement sur son canapé. Par contre, on voit clairement l'intérêt pour les gens qui avaient envie de faire tout ce qui va être du laser game ou ce genre de choses. Et là, de toute façon, les gens étaient venus pour se dépenser. Donc, on comprend tout de suite l'intérêt de mettre un casque, d'avoir une vision qui est complètement différente. On peut changer les décors, on peut se mettre en mode Halloween, en mode Noël, en mode. Voilà, on peut changer les décors et ça ne coûte rien, quoi. Donc, ça, on voit le marché qui est là-dessus, il est énorme. Et typiquement à Bordeaux, c'est un des plus gros qui existe. Et je pense que ça va pas mal se développer dans les prochaines années. Enfin, j'espère. Ouais, il y a des applications, après, il faut voir les prix, mais finalement, à part la taille de l'espace, finalement, les ordinateurs, le matériel est vite rentabilisé pour des expériences comme ça, je pense, non? Clairement. Clairement. Après, ouais, Et ce qui coûte après, peut-être plus cher, c'est le développement du jeu ou les choses comme ça derrière la solution en elle-même plus que le matériel, hein. c'est ça. C'est en fait une des dernières évolutions qui a permis à l'équipe de Bordeaux de bien réussir à faire ça. C'est que si on remonte encore à il y a 5 ans, on était incapable de faire du tracking dans un espace aussi grand. On était incapable de savoir où étaient les gens. Mm. Et ça, c'est vrai que depuis quelques temps, avec notamment Steam, avec tout son système donc, de Valve Index, d'HTC Vive et tout cet écosystème-là qui permet maintenant de traquer énormément de gens dans une grande pièce. Enfin, on était capable de le faire avant, hein, c'est juste que ça coûtait extrêmement cher. Alors qu'aujourd'hui, ça coûte quasiment plus rien. D'accord. Ouais, donc d'où le fait qu'on puisse avoir des applications dans le futur beaucoup plus larges sur ce type de salles C'est et ça. d'expériences. Ouais. Et c'est vraiment ça qui est très difficile, parce que si vous avez une caméra qui est à 30 mètres de hauteur et qui doit vous traquer à, on va dire, 2 cm près, c'est extrêmement difficile à faire. Et si jamais elle se trompe, vous imaginez le motion sickness à l'intérieur, où vous traversez des murs de temps en temps, ou enfin, on imagine que ça peut être absolument vomitif si jamais il y a un problème de tracking, quoi. Ouais. Donc, c'est aussi ça à prendre en compte. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on peut y arriver, c'est que les technologies évoluent et évoluent assez vite. Et du coup, c'est un peu la transition qu'on va pu faire, parce qu'on a pas mal mentionné ça. Ah, attends, moi juste avant, je vois une question. La VR associée à l'IoT, par exemple, tout ce qui est champ visuel, fonction des signes vitaux mesurés, tension artérielle, battement cardiaque, dilation pupille, Ouais. etc. Comment s'appliquer? Alors ça, très intéressant. Je sais pas si c'est quelqu'un qui a un rapport avec Serial, mais on va pouvoir faire le lien avec les lunettes, les nouvelles Alors, lunettes que vous avez pu sortir en collab. les Omnicep, ouais. Alors, je pense que aujourd'hui, celui qui est le plus avancé comment dire, sur ce marché-là, ça va être l'Omniceps qui intègre un petit peu tout ce que la personne a expliqué là, c'est-à-dire on est capable de savoir ce que l'utilisateur regarde, on est capable de savoir s'il est tendu, s'il est décontracté, si une situation stress, si voilà, donc tout ce genre d'infos qui se rajoutent en plus. Je pense qu'il y a deux choses à dire, c'est-à-dire nous, à Skyreal, on ne voit pas trop l'intérêt personnellement sur notre soft. Mm. Par contre, à l'inverse, on voit énormément l'intérêt sur plein de cas d'utilisation et je pense que le principal restera la formation. Mm. Sur la formation, il y a un business énorme de se dire, je mets quelqu'un en contexte, il doit par exemple ouvrir une valve, et s'il ouvre une valve et qu'il y a le feu à 10 cm de lui, comment il va réagir? C'est-à-dire, est-ce qu'il va tout de suite regarder, par exemple, l'extincteur qui est à côté de lui, ou est-ce qu'il va se concentrer sur le panneau qui explique qu'est-ce qu'il faut faire avec l'extincteur? Et ça, c'est des données qui sont vachement importantes pour le type qui va concevoir justement cette pièce, de se dire, bah non, l'extincteur, il est clairement pas au bon endroit, on va pas le regarder, on a testé avec 15 utilisateurs, il n'y en a aucun qui voit l'extincteur. Et ça, c'est des données qui sont vachement intéressantes. Ou comment la situation va le stresser en fonction de là où sont les éléments, c'est des choses qu'on peut étudier en réalité virtuelle. Et je pense que c'est principalement ce pourquoi ça a été fait, c'est vraiment pour cette partie de formation qui, il faut être honnête, explose en ce moment. C'est-à-dire que c'est Ouais. la plupart des utilisations VR sont pour ça.
Ouais, dans la formation énormément. C'est vrai que là, ça permet de tester dans des conditions quasi réelles avec vraiment les mettre en condition et donc voir un petit peu les réactions et étudier un petit peu tout ça. Et du coup, c'est parfait, parce que ça nous fait une transition parfaite vers notre point suivant. C'est du coup, si on peut rentrer un petit peu plus dans les détails sur justement, finalement, quelles sont les applications concrètes de la réalité virtuelle et des technos du jeu vidéo dans les solutions d'entreprise et notamment dans la formation, où effectivement, il y a un énorme marché. Mais aussi plus globalement dans l'industrie et dans l'industrie et dans les différentes solutions qu'on peut voir aujourd'hui, quelles sont un petit peu, et puis quelles sont les applications que tu pourrais y voir aussi dans les prochaines années. Alors, ce qu'on a, la liste peut être assez grosse, donc je vais essayer de prendre les points par un et les détailler. Ouais, Je voilà, finirai par quelques la exemples à la formation, limite. parce que la formation, c'est quelque chose qu'on fait pas trop nous à Skyreel Mm. et qui peut être un peu long à expliquer, donc je vais peut-être plutôt finir par ça. Ouais. Je pense que le principal atout de la VR et le principal intérêt de la VR dans l'industrie, c'est ce qu'on appelle la visualisation à l'échelle 1. C'est-à-dire, ça peut paraître complètement absurde pour plein de gens, mais comment dire, les ingénieurs qui vont designer des produits, ils voient leurs produits en échelle qu'on appelle isométrique. C'est-à-dire, ils voient leurs produits comment dire, comme si c'était un jeu en 2D. Ils ne voient Mm. pas la perspective. Ce n'est pas quelque chose qui est facile pour eux à comprendre. Donc, du coup, quand vous avez votre modèle CAD sous les yeux, c'est assez difficile pour un mécanicien de se le représenter, exactement quelle taille il fait, est-ce que ça va bien rentrer. Et donc, quand on pourrait lui poser la question, est-ce qu'un ouvrier pourrait placer l'élément au bon endroit, il est incapable de répondre parce que c'est trop difficile de réfléchir en échelle isométrique. Mm. Et l'intérêt de le voir en VR, c'est que la personne elle met le casque et en 2 secondes, elle est capable de dire si oui ou non on peut le mettre, l'objet. C'est quelque chose de très Très naturel en intuitif. fait. C'est ça. Et donc, c'est ce côté naturel qui est lié à la navigation à l'échelle 1. Donc ça, je dirais, le premier bloc de marché que font beaucoup de gens. C'est-à-dire qu'on voit beaucoup de logiciels sur nos concurrents qui sont capables de faire cette visualisation à l'échelle 1. Du coup, ce qui est très lié à ça, c'est l'accessibilité, c'est-à-dire Mm. de pouvoir vérifier qu'un montage, par exemple, est faisable, de pouvoir vérifier qu'un mannequin ou enfin, qu'une personne réelle peut se mettre en condition. C'est très utilisé aussi pour tout ce qui va être pour les personnes handicapées, pour vérifier si un système est accessible à une personne en fauteuil roulant ou même rien à voir, mais de vérifier par exemple la morphologie des gens. C'est-à-dire que si une personne très grande peut être au même poste qu'une personne très petite. Donc c'est On des... parlait, on Ouais. parlait un petit peu tout à l'heure des parades d'attraction, choses comme ça. Ça peut permettre aussi de simuler des constructions, des conceptions de certains trucs en fonction de gabarit, en fonction de. Clairement, clairement. Et l'inverse est aussi vrai, c'est-à-dire qu'on peut aussi se projeter dans la peau de quelqu'un d'autre, ce qui est vachement Mm. intéressant. C'est-à-dire que quand vous faites 1m90, c'est difficile d'imaginer le monde comme si vous faisiez 1m30 ou inversement. Enfin, donc c'est vrai que la VR permet ça, elle permet de se projeter dans un autre environnement, de changer complètement de monde et d'imaginer le monde comme quelqu'un d'autre le ferait de manière assez naturelle. Donc ça, c'est la partie accessibilité. Ce qu'on fait, nous, en plus, que je peux rajouter, c'est la partie TMS, c'est-à-dire analyse des troubles musculo-squelettiques et de Mm. valider, par exemple, qu'une personne est dans une position qui est confortable ou pas. Donc ça, c'est quelque chose, pareil, qui se fait beaucoup en réalité virtuelle. L'étude de TMS, c'est quelque chose d'assez standard sur le marché. D'accord, je connaissais Euh, pas, je connaissais pas du tout cette application-là. C'est intéressant, effectivement. Ouais. ouais, donc tout ce qui va être, par exemple, ça peut aller des problèmes de dos aux problèmes de Mm. poignet sur les tendinites, par exemple. Les TMS, ça peut être ça. Voilà. Donc ça, c'est aussi une grosse partie du business sur la partie industrielle. Donc, ce qu'a parlé tout à l'heure, je ne sais plus qui c'était, sur la partie collab, la partie donc faire un petit peu son webinar en VR ou ce genre de choses. Ça, c'est pareil, il y a un gros marché dessus. On le voit notamment sur tout ce qui va être événementiel. Mm. Par exemple, les salons qui aujourd'hui ne peuvent pas se réunir et à cause du Covid, qui sont complètement bloqués, et ben, ils lancent des applications VR où on peut se retrouver, discuter, chatter. Et donc ça se fait de plus en plus. Ce qu'on voit par contre à l'opposé, c'est que ces applications-là ne peuvent pas être simplement VR, parce qu'il y a plein de gens chez eux qui n'ont pas de casque. Et donc du coup, il faut réussir à trouver un entre-deux entre le virtuel et la réalité virtuelle, de différencier un petit peu l'aspect desktop de l'aspect casque. Donc ça, c'est aussi un gros truc qui est sur le marché en ce moment et qui bouge pas mal. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Nous, c'est des petits trucs en plus. Par exemple, on fait ce qu'on appelle de la visualisation multiphysique. Donc ça, c'est pareil, il y a un petit marché dessus. C'est-à-dire, par exemple, si vous voulez afficher des champs de vecteurs, par exemple, Mm. l'écoulement de l'air autour d'un avion. Ouais, Donc, tout ce qui est études enfin, aérodynamique, choses comme c'est ça. ça. Et donc aujourd'hui, il y a plein de logiciels qui permettent de le faire, mais ces logiciels-là, vous faites des plans de coupe. Donc vous coupez un petit peu votre avion et vous regardez comment ça s'écoule sur un plan.
Donc c'est intéressant, mais ça n'a pas du tout le même effet que d'être à côté de l'avion quasiment en réel et de voir l'écoulement de l'air. Ouais. Donc ça, c'est quelque chose qu'on apporte en plus et qu'on voit tout de suite l'intérêt de la VR là-dessus, c'est de se dire, attends, plutôt que de passer 4 ans à faire des plans de coupe, il suffit de mettre la tête dedans et de regarder comment ça s'écoule. C'est un petit peu une IRM de votre simulation multiphysique Ouais. dans lequel vous pouvez vous balader sans faire des plans de coupe, quoi. Donc ça, il y a un énorme marché aussi derrière ça. Il y a beaucoup de gens qui le demandent. Et puis, du coup, je ne vais pas trop m'attarder, mais on va partir de deux dernières petits trucs. Donc, il y a toute la partie marketing et com qui est aussi très importante. Donc, il y a beaucoup d'industriels qui veulent faire des expériences pour leurs clients pour que ce soit, comment dire, très... Mind-blowing, waouh. Exactement. En fait, que l'effet waouh, ou quand on met le casque, il serve à vendre un produit. C'est bête, mais de se dire, j'ai une voiture, la personne, il lui manque quasiment rien pour vendre. Les cuisinistes, pareil. Typiquement, Ouais. c'est la même chose. C'est la voiture, la cuisine, même les appartements, ça se fait beaucoup aussi Et dans le ouais, milieu. c'est contextualisé finalement. C'est vrai qu'en tant que commercial aussi de ces casquettes-là, c'est vrai que quand tu veux vendre quelque chose, le fait de contextualiser, mettre la personne Tout à fait. faire la chose, ça a un impact qui est effectivement très très fort. Ouais. Et ça a d'autant plus d'impact qu'on peut tricher. Enfin, je reviens un petit peu au début, mais on est dans un moteur de jeu, donc Ouais. on peut toujours rajouter un petit peu d'effet waouh à notre simulation, de faire des choses qui, en vrai, ne seraient pas tout à fait honnêtes, mais bon, ça permet, si le but c'est de vendre pour le marketing et pour la com, pour toute cette partie-là, pour le commercial, ça peut être quelque chose de très puissant. Donc, on n'est pas les seuls à tricher. Non, mais tout à fait. Tout à fait. Mais bon, on reste dans l'idée du business, donc il faut arriver à trouver un juste milieu entre être honnête et tricher un tout petit peu pour essayer de vendre ou pour essayer de faire ce qu'on veut, quoi. Donc voilà, c'est trouver ce curseur qui peut être assez difficile à trouver des fois. Donc ça, c'est un petit peu l'avant-dernier pan que je vois, et le dernier, c'est ce qu'on a déjà dit, c'est toute la partie formation. Et là, sur la partie formation, surtout au niveau des industriels, donc l'intérêt, c'est qu'on ne peut pas vraiment se passer du formateur. Donc c'est ce qu'on a un petit peu conclu à Skyreel. C'est que si on veut si on veut vraiment faire une formation avec la VR, on sera toujours obligé de garder quelqu'un qui va pouvoir surveiller la formation, la piloter, générer des événements, parce que la personne sera toujours plus à même de trouver ce qu'il faut faire au bon moment qu'une intelligence artificielle ou quoi que ce soit qui tombe derrière un algorithme. On Justement, reste. l'algorithme il va essayer de compenser, il va parfois tricher un petit peu, C'est justement, alors ça. qu'avec une personne, tu peux contrôler un petit peu aussi ça, j'imagine. C'est exactement ça. Et puis, faut pas lui dire il y a 3 fois le feu dans votre simu. Enfin, si on essaye de faire un truc, s'il y a 3 fois le feu dans la simu, c'est complètement incohérent pour l'utilisateur. La VR, la magie de la VR, c'est d'arriver à ce que l'utilisateur soit immergé. Si vous arrivez à immerger l'utilisateur, vous avez gagné. Si vous faites quoi que ce soit qui lui sort de son immersion, par exemple du motion sickness, vous avez complètement perdu. Il ne va pas aimer du tout, il ne va pas comprendre ce que vous essayez de lui faire faire. Donc toute la subtilité de réussir à toujours le mettre en situation d'immersion agréable, on va dire. Donc typiquement faire des trucs de formation qui seraient impossibles dans la réalité, ça peut lui casser son immersion. Donc c'est pour ça qu'un formateur est toujours plus adapté à ça. Par contre, le gros intérêt de la VR, c'est qu'on peut faire un formateur pour 15 personnes par 15 personnes. C'est-à-dire qu'on peut aller beaucoup plus vite, on peut en former beaucoup plus. Et surtout, on a beaucoup plus de facilité. Je dis tout le temps le feu parce que c'est quelque chose qui est assez facile à faire, mais si vous êtes dans une simulation et que je vous fais un feu quelque part, ça sera toujours plus simple de le faire en VR que d'allumer un vrai feu dans la réalité, quoi. Oui, Donc ça rend dangereux c'est aussi. bête, mais ou alors on peut former des gens, par exemple, ça arrive chez Ariane Group, qui eux forment des gens avant que la maquette, avant que le produit soit réalisé. Donc ils préforment entre guillemets les gens. Ouais. Donc ça permet d'aller beaucoup plus vite dans les process. Oui, dans la formation, c'est vrai qu'on peut voir, par exemple, c'est mettre en conditions réelles, je sais pas, sur les pilotes d'avion, d'hélicoptères, tu penses à des trucs un peu plus, je sais pas, les centrales nucléaires, des choses comme ça. Tu as toujours cette possibilité, voilà, de les mettre en conditions réelles plutôt que d'être sur une, une vraie machine où il y a un danger. Ouais. Et même s'il existe ces simulateurs aujourd'hui, on sait que les prix des simulateurs sont monstrueusement élevés, alors qu'avec une solution VR, finalement, tu as une condition peut-être encore plus réaliste, mais à des prix qui sont clairement beaucoup moindres. Je séparerais quand même pour toi les simulateurs des simulations. Ouais. Dans le sens où dans une formation, on a vraiment, si tu veux faire du simulateur, si tu veux faire un simulateur de vol, un simulateur, c'est-à-dire d'être dans un objet et de se mettre en contexte, on n'arrive encore pas à faire bien ça en VR pour une raison Ouais. toute bête, c'est qu'on n'a pas le retour haptique.
C'est-à-dire qu'on n'a pas cette facilité à essayer de dire à Le côté l'utilisateur, tu pression, as un poignet dans la mm, main, tu as un le manche, tu côté as poids, etc. est le compliqué à mettre poids, en place. exactement. Tout ça, ça existe, on a des technos pour le faire, mais c'est des technos qui coûtent cher Mm, et le résultat, il est quand même assez mitigé. ouais. Donc, le simulateur reste quand même une bonne idée. Par exemple, je peux vous donner l'exemple d'une voiture chez un constructeur automobile quelconque. Si vous voulez vérifier que vos rétros ils sont bien ou que votre champ de vision n'est pas impacté, ça ne sert à rien de faire de la VR avec un casque ou avec un cave. Un simple écran panoramique fait largement l'affaire. Et on s'en est aperçu si en fait vous regardez sur des choses qui sont, on va dire, à 5 ou 6 mètres de vous, donc ce qui est le cas par exemple quand vous êtes dans une voiture ou dans un avion. Ce que vous voyez dans un avion, c'est bien quelque chose, vous voyez les nuages, le sol, ça ne sert à rien de faire la VR, vous êtes sur votre champ Ouais. de vision qui est éloigné, et du coup en 2D, ça marche très bien. Mm. Donc c'est des choses qu'il faut bien intégrer, c'est-à-dire que la partie stéréo, entre guillemets, elle n'est pas forcément toujours utile, et elle est même souvent pas très utile. Donc il faut arriver à trouver pourquoi c'est Intuitif. fait, quoi. Ok, très Donc, intéressant. pour vous donner un petit ordre d'idée, c'est si c'est à moins de 5 mètres de vous, c'est de la VR. Si c'est à plus de 5 mètres de vous, ça sert à rien. Globalement, c'est ça. Bah, très intéressant. Il y a une application, on a une question avant, j'avais un autre point à aborder, mais on a une question de Gaëtan. Donc, comment garde-t-on l'utilisateur immergé dans des solutions non jeux vidéo? Alors, c'est une bonne question. Ce qu'on a tendance à dire, donc, en fait, ce qu'il faut absolument éviter, c'est le motion sickness. Je pense que c'est la pire des choses qui puisse arriver à un utilisateur. Le motion sickness, globalement, ça s'applique si jamais vous voyez trop de choses bouger. Donc, si ça Mm. bouge trop vite, parce que là, il va y avoir un décalage entre ce que votre œil va voir, ce que votre cerveau interprète, la manière dont vous avez bougé, et ainsi de Ouais, suite. c'est un peu comme quand tu es malade en voiture et que quand tu lis un C'est bouquin, ça, tu as un truc fixe et puis derrière ça bouge et ça. exactement. Donc, ça n'arrive qu'à une seule, il y a une seule raison pour laquelle ça arrive, c'est parce que l'utilisateur ne fait pas le mouvement. C'est-à-dire que si vous faites le mouvement, si vous tournez la tête, c'est assez rare d'avoir du motion sickness. Enfin, nous, on peut tourner à 15 FPS. Il y a plein de gens qui diraient que c'est dramatique et qu'il faut toujours rester au-dessus de 90. À 15 FPS, c'est pas agréable, mais le motion sickness, il n'est pas très élevé. Si vous bougez la tête sur les côtés, vous voyez que ça ramouille un petit peu, mais il y a pire, quoi. Par contre, si vous faites ce qu'on appelle une navigation type jeu vidéo, donc avec vos deux joysticks, que vous avez un joystick qui fait tourner la personne, et donc là, tout son monde va bouger alors qu'elle reste fixe. Ça, par exemple, ça va complètement détruire l'immersion. Donc c'est quelque chose qu'il ne faut jamais faire. Il faut absolument l'éviter. Et ce qu'il faut dire aux utilisateurs de VR, et que c'est très facile de le faire pour un utilisateur professionnel parce qu'on peut un peu le former, c'est lui dire si tu veux te tourner en VR, fais-le en vrai. L'intérêt de la VR, c'est que tu peux te baisser, tu peux te tourner, tu peux faire ce que tu veux. Et fais-le surtout pas avec des joysticks, c'est une vraie horreur. Enfin, donc ça fait partie des petits tricks qu'on peut rajouter. Ce que nous, on a aussi remarqué, c'est que vu qu'on utilise des moteurs de jeux vidéo et que, comme on disait tout à l'heure, les moteurs de jeux vidéo font beaucoup de triches, dans leur manière de faire des réflexions, vous ne réfléchirez pas exactement de la même manière sur votre œil gauche que sur votre œil droit. Et donc, du coup, il vaut mieux éviter la réflexion quand on fait de la réalité virtuelle. C'est quelque chose qu'on évite de faire. Donc voilà, ça fait partie des petits trucs comme ça, à droite à gauche. Il faut y penser. Le plus simple, pour être honnête, c'est de mettre un casque et de vérifier que ce qu'on a fait est correct ou pas. Mais voilà. Et ce que je peux quand même rajouter pour répondre à la question de Gaëtan, c'est qu'on a un mal en réalité virtuelle qui s'appelle le mal de la réalité virtuelle. Ça ressemble beaucoup au mal des transports. C'est un petit peu la même chose, mais c'est pas pareil. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une personne qui est atteinte du mal des transports, qui n'est pas du tout atteinte du mal de la réalité virtuelle. Et c'est un effet qui est assez impressionnant. Donc, je serais incapable de vous dire combien de personnes ça touche. C'est peut-être 1 sur 1000, 1 sur 10 000. Et quand la personne va mettre un casque sur la tête ou même en cave, ça ne dépend pas de la techno. Au bout d'une dizaine de secondes, elle va se mettre à vomir. Et c'est vraiment très impressionnant comme effet et il faut le connaître. Si ça arrive à une personne, il n'y a pas grand-chose à faire. On ne sait toujours pas pourquoi ça arrive. Donc, et ce n'est pas une question d'immersion, de motion sickness ou quoi que ce soit. On ne sait pas d'où ça vient. Donc voilà. Peut-être le dernier truc que je peux rajouter pour éviter les problèmes d'immersion vidéo, c'est tout ce qui va être les casques intégrés qui produisent énormément de chaleur et du coup la chaleur se ressent vachement dans les yeux et ça donne envie d'enlever le casque. C'est quelque chose qui est assez bête, mais si vous avez un casque qui est relié à un PC, le calcul est fait par le PC et est-ce que le mal de la VR, c'est pas un problème de lag de l'image trop saccadé? Alors, c'est honnêtement ce qu'on pourrait penser, mais je pense que non, parce que pour l'avoir déjà vu, moi je l'ai déjà vu dans un cave qui coûtait extrêmement cher. C'était le cave d'immersion à Rennes.
Et on n'avait absolument aucun problème de lag. On tournait à 120 FPS, il n'y avait aucun problème. La personne est rentrée dedans et je vous dis, c'est vraiment très impressionnant. La personne a vomi au bout de 10 secondes. Ok. C'est vraiment très, très spécial. Elle a mis les lunettes, elle a commencé à marcher, tout allait bien les 5-6 premières secondes. Et au bout de 5-6 secondes, elle a dit « Oula, ça va pas du tout, ça va pas du tout ». Et elle est sortie du cave et elle s'est mise à vomir. Et donc, j'ai aucune idée d'où ça vient. Nous, ce qu'on a vu, c'est que ça m'est déjà arrivé en casque, ça m'est déjà arrivé en cave. Je sais pas, je ne saurais pas vous dire d'où ça vient. J'ai pas vu de papier de recherche aujourd'hui qui ont démontré que ça existait. Moi, je l'ai expérimenté. J'ai vu des gens qui en parlent régulièrement dans les papiers de recherche. Mais je serais incapable de vous dire aujourd'hui, je ne sais pas d'où ça vient. Il y a des gens qui disent qu'effectivement, c'est l'input lag, mais c'est une bonne question. C'est vrai qu'on a quand même, c'est difficile à imaginer, mais on a un lag de, je sais pas, peut-être, même sur un cave, on doit avoir un lag de 50 millisecondes, 30 millisecondes, quelque chose comme ça. C'est quelque chose qui, à l'œil nu, vous paraît complètement inexistant, mais qui existe quand même, et pour votre cerveau, ça peut quand même avoir un impact. Donc, même si vous ne le voyez pas qu'il y a du lag, en fait, il y en a quand même un, et pour certaines personnes, c'est possible que ça impacte. Ouais, donc encore des recherches à faire sur le sujet, on n'est pas encore exactement certain de... Et puis, il faut être honnête, il n'y a pas beaucoup de gens qui travaillent sur ces sujets-là. Donc, Ouais, voilà, c'est pas des sujets qui sont très recherchés, mais peut-être peut-être quelque chose avec l'oreille interne, des choses comme ça, comme tu as déstabilisé. C'est vrai que c'est assez intéressant. Il me semblait avoir vu une vidéo sur les différents niveaux de lag pour la sortie d'Alix. Ouais, c'est possible. Alors, ceux qui travaillaient énormément dessus à l'époque, c'était Sony avec leur casque PlayStation VR, qui avait dit donc, qu'à l'époque qu'ils avaient fait quelque chose d'extraordinaire sur le lag. Faut être honnête, après l'avoir testé, on s'aperçoit que finalement, c'est pas si extraordinaire que ça. Je sais qu'Alix ont beaucoup travaillé avec Steam sur le casque que Steam a sorti. Et c'est vrai qu'ils ont des performances, faut être honnête, qui sont plutôt pas mal. C'est un des meilleurs casques qui existent aujourd'hui et un des meilleurs jeux qui existent aujourd'hui. Donc, moi, ça, je serais capable de vous dire, le mal de la réalité virtuelle, c'est vraiment quelque chose que j'ai vu 2 fois dans ma vie. Donc, il faudrait tester avec des milliers de gens pour savoir si Alix le fait plus ou moins que quelque chose d'autre. Faudrait qu'il y ait des études de fait sur le sujet. Ça serait intéressant. On a Louis qui nous parle un peu sous-sous. Effectivement, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a finalement très peu abordé. La partie hardware, budget matériel, qui représente un investissement. Ouais. Est-ce que pour toi, c'est un des principaux freins, du coup, aussi au passage sur des solutions comme ça? Alors, il y a 2 choses. Je vais parler d'abord d'un point de vue personnel. D'un point de vue personnel, donc il faut investir dans un casque. Aujourd'hui, on va dire, même si vous achetez de l'occasion, ça peut tourner aux alentours de 300-400 € le casque. On est à peu près dans ces eaux-là. Et il faut une machine qui est à peu près récente. Donc, si vous deviez l'acheter aujourd'hui, ça vous coûterait 1 000 €. Donc, on va dire que si vous voulez un système, vous n'avez rien du tout, il faudrait peut-être dépenser 1 500 €. Donc, c'est vrai que d'un point de vue personnel, c'est un frein. Ensuite, on a des casques type Oculus Go qui sortent et qui n'ont pas besoin de PC. Et donc là, ça vous coûte 500 €, c'est à peu près dans les mêmes prix. Mais l'avantage, c'est que vous n'avez pas besoin de machine derrière et ça fonctionne un peu en tout en un. C'est honnêtement pas mal, c'est de mieux en mieux, mais comme je vous ai dit, le problème, c'est que derrière, ça va chauffer un petit peu, c'est pas très agréable pour les yeux, et vous serez un petit peu limité sur les performances. Typiquement, on parlait de l'input lag tout à l'heure. L'input lag est plus faible, mais par contre, le lag est plus élevé. Donc, bref, c'est honnêtement, je pense, l'avenir, parce que tout à l'heure, on parlait du streaming, et c'est clairement ça qui va arriver, c'est-à-dire des casques un peu autonomes avec du calcul. Le Go n'a pas de tracking, il me semble. Oui, pardon, c'est le Quest, tout à fait. Je vais aller trop vite. Mais ouais, l'avenir, c'est clairement pour moi ça, c'est un casque qui est autonome avec un serveur de calcul. Mais bon, quand je vous parle de l'avenir, pour moi, c'est quelque chose qui est à 10 ans, c'est pas quelque chose qui est à 5 ans, quoi. Ouais. Voilà. Pour l'instant, la 5G n'est Et pas encore arrivée. l'autre aspect pour te répondre, Louis, c'est la partie dans les entreprises. Et dans les entreprises, en fait, ce qui est difficile, c'est que donc, les entreprises ont déjà des machines et elles ont des machines qui sont agréées par l'IT. Et donc, ces machines qui sont agréées par l'IT, on ne peut pas faire n'importe quoi avec et elles sont principalement pensées pour faire, chez nous en tout cas, pour faire du CAD design, c'est-à-dire du design pour le mécanicien. Et ces machines, elles ont beau avoir des grosses performances, elles ne sont pas du tout adaptées à la VR. Et donc, du coup, ça les oblige à racheter des PC, ça les oblige à racheter du matériel, et c'est quelque chose qu'ils n'aiment pas trop en général. Donc, les dernières machines qui sortent, elles, sont compatibles VR, mais les machines qui sont en général bien déployées chez les grosses entreprises, elles ne permettent pas de le faire. Et donc ça, c'est un gros frein, notamment pour nous, c'est d'arriver à convaincre les entreprises d'acheter des machines qui sont grand public, qui coûtent 2 fois moins cher que les machines qu'ils ont, mais qui sont beaucoup mieux. Et ils ont du mal à comprendre ça. Et donc, c'est vrai qu'on est à un niveau où c'est très difficile
de les motiver, quoi. Je vois qu'il y a pas mal d'autres questions. Ouais, on a deux questions qui sont arrivées. On a d'abord Gaëtan sur les autres aspects du jeu vidéo qu'on va pouvoir tirer, dont on va pouvoir utiliser en VR, notamment tout ce qui va être interaction, utilisateur, UI, UX. Est-ce qu'il y a d'autres côtés que vous allez pouvoir utiliser dans les technologies de jeux vidéo et dans le monde du jeu vidéo? Ouais, alors faut bien s'imaginer que quand on est sur un moteur comme Unreal Engine, on profite de 600 personnes qui travaillent à plein temps sur un moteur. Donc forcément, tout ce qu'ils font, on va le réutiliser d'une manière ou d'une autre. Ce qui bouge beaucoup et ce qui est en train d'arriver, je dirais que c'est pas tellement le jeu vidéo finalement, c'est plutôt le cinéma donc, qui nous intéresse. On parle beaucoup de la VR depuis le début, on n'a pas du tout fait d'aparté sur la XR, l'AR, toutes les technos qui sont un peu connexes à la VR. L'idée derrière tout ça, moi j'aime pas trop parler d'AR, de VR, de XR, je parle plutôt de comment tu vois la réalité face à tes yeux. Et la question c'est, en gros ce qui est en train d'arriver sur le cinéma, c'est de se dire on est capable de filmer des scènes en temps réel avec des points de vue extérieurs dans des salles bardées de capteurs et d'écrans. Et ça, on peut le rajouter pour la VR. C'est un aspect com qui est vachement intéressant de voir la personne en train de travailler alors qu'elle, elle est sous casque, mais d'avoir un troisième, une sorte de point de vue extérieur et de pouvoir se balader avec. Et ça, c'est des technos. Donc, c'est des technos du jeu vidéo, mais qui sont en fait développés pour l'industrie du cinéma, dont on peut réutiliser ça pour l'industrie tout court. Et donc, en fait, on s'aperçoit que l'écosystème du jeu vidéo, qui gagne énormément d'argent en ce moment, essaye de se développer dans toutes les industries. Et finalement, c'est pas tant le jeu vidéo qui nous intéresse que toutes les autres industries qu'il est en train d'adresser. C'est pour ça que, c'est un peu ce qu'on disait, c'est pour ça que Epic, par exemple, un jeu comme Fortnite, ils l'ont mis en gratuit, parce que le but étant plus d'avoir une base sur lequel, une base graphique, une base sur laquelle montrer son produit, démontrer la puissance de son produit, récupérer des expériences utilisateurs, des choses comme ça. Et même si ça leur apporte de l'argent énormément, ce genre du Fortnite, à la base, ce que tu me disais un peu, c'était peut-être pas forcément l'idée, et que l'idée était plutôt de faire un moteur graphique qui puisse s'adapter un peu à différentes situations, quoi. C'est ça, c'est très compliqué de savoir ce qui se passe dans la tête d'Epic Games, notamment quand on parle de Fortnite. Moi, l'intuition que j'ai dans ce jeu vidéo-là, ça a toujours été que ce qu'Epic Games essayait de faire, c'était une proof of concept. C'est-à-dire qu'ils n'avaient jamais vraiment envie de gagner de l'argent sur ce produit-là. Il se trouve que coup de bol, ça a marché. Mais au tout début, en tout cas, du projet, ça n'a jamais été pour monter un business de fou. Ils n'y pensaient pas. Et l'idée, c'était vraiment de dire, vous avez vu, on a un logiciel qui est capable de faire du collaboratif à 100, parce que donc, la plupart des outils à l'époque qui faisaient ça, donc PUBG notamment, étaient basés sur l'Unreal Engine. Et c'était un petit peu ça qu'ils voulaient mettre en avant, c'est qu'on pouvait... Alors, il faut imaginer que Fortnite, c'est un jeu vidéo qui a été fait sans code. C'est-à-dire que tout est fait avec du visual scripting. Donc, leur idée derrière la tête, c'était de dire, de prouver aux gens en général qui utilisaient l'Unreal Engine qu'on pouvait développer entièrement un jeu vidéo sans faire une seule once de code et que ça fonctionne en collaboratif à 100 et que c'était vraiment très simple. C'est un petit peu l'idée qu'ils ont derrière la tête, c'était plus la proof of concept et de valider qu'Unreal Engine était capable de faire ça que de gagner plein de thunes. Il se trouve que ça a fait les deux en même temps. Et là, on rejoint le côté cinéma du coup, puisque du coup, j'imagine que ça peut beaucoup aider les gens justement dans le cinéma qui ne sont pas des développeurs, choses comme ça, mais qui veulent utiliser des moteurs graphiques pour leurs films, pour leurs animations, etc. Clairement, c'est en gros, on suit un tuto YouTube pour savoir comment faire des nuages. Alors, je vous cache pas que c'est un peu difficile de faire des nuages, mais en 2 jours, on y arrive. Et on n'a pas développé, on a copié-collé des trucs à droite à gauche et ça fait des super nuages. Et c'est un peu ça, c'est de se dire, on a envie de faire une animation, par exemple, quand on tape du poing sur la table, ça fait plein de particules et ça fait un super nuage. C'est pareil, c'est pas facile à faire, mais n'empêche qu'il n'y a pas besoin de coder et qu'il suffit de suivre un tuto YouTube pour le faire. Et c'est vraiment l'idée qui est derrière Unreal Engine, Enfin, je parle d'Unreal parce que c'est celui que j'utilise au jour le jour, mais il faut bien imaginer que tout se transpose aussi dans Unity. On a à peu près les mêmes outils dans Unity. On peut développer sans vraiment faire de code et on peut arriver à avoir un super rendu sans avoir toute cette connaissance d'informatique. Donc voilà. Ce qui n'est pas du tout notre cas chez Skyrim. D'ailleurs, un petit aparté, nous chez Skyrim, on n'utilise pas du tout le visual scripting, on fait tout en code à l'inverse. Parce que nous, on a besoin de bidouiller des trucs dans le moteur, on a besoin de... Voilà. Et ça, on y reviendra justement après. C'est ce qui nous permettrait aussi un peu d'expliquer quel type de profil, la différence entre les profils VR
dans l'industrie, dans le jeu vidéo, et comment faire peut-être un peu Clairement. transvaser de l'un à l'autre. Pour reprendre, on a eu pas mal de questions. Question Ouais. intéressante de Mélanie, un peu, je sais pas si tu auras forcément des exemples chiffrés, c'est vrai que c'est peut-être pas simple d'avoir des exemples, mais au-delà du coût de l'investissement, donc du hardware et du matériel, est-ce qu'on a des sources qui mesurent le ROI sur certains secteurs? C'est très difficile. Je peux vous dire il y a deux choses. Je peux vous dire qu'en gros, il y a certains industriels qui ont fait des communications comme quoi ça rapportait 200 millions d'euros. Honnêtement, c'est très difficile à évaluer et je pense très sincèrement que c'est un peu du pipeau. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est des cas concrets d'utilisation où la VR a vraiment fait gagner énormément d'argent. Je peux vous en citer deux. Les deux vont être chez Ariane Group. Donc chez Ariane, en gros, ils ont fait un système. Donc quand vous avez un moteur de fusée, ils designaient les tuyaux sous leur logiciel de CAO. Et ils mettaient à peu près un mois à designer des tuyaux qui devaient, en gros, fallait que le tuyau chaud soit pas trop près du tuyau froid, fallait que certains tuyaux fassent le bon diamètre, qui passent les uns en dessous les autres. Enfin, ils passaient un mois à le faire. Avec la VR et notamment avec Skyrill, ils sont passés de un mois de travail à 2 jours. Donc ça, c'est un exemple concret de comment on peut gagner de l'argent très rapidement avec un système de VR. Un deuxième exemple concret qui est vachement intéressant, pareil, toujours sur Ariane Group. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, donc, les satellites qui partent depuis les fusées Ariane partent à Kourou. Et donc, à Kourou, c'est en Guyane, un petit peu à l'autre bout de la Terre. Et il y a une fois où il y a eu un souci sur un des satellites. Je crois que c'était 24 heures avant que le satellite parte. Et 24 heures avant que le satellite parte, il y a eu un pépin. Ils ont dû expliquer à quelqu'un au dernier moment comment réparer le satellite, qui était extrêmement complexe. Et grâce à la VR, en 2 temps 3 mouvements, ils ont pu le mettre sous réalité virtuelle à Kourou et lui faire valider l'opération, qu'il a pu reproduire ensuite en temps réel. Et le satellite est parti à l'heure. S'ils avaient dû décaler, ça coûterait des millions d'argent. Donc c'est pareil, c'est des petits trucs comme ça qui font que on est incapable de vous donner un chiffre concret. Je serais incapable de vous dire pour une petite entreprise, ça vous ferait gagner de l'argent parce que vous designerez tout de suite votre produit tout bien et vous ne l'auriez pas fait si vous n'aviez pas eu la VR. C'est très difficile à faire. Par contre, on peut vous donner des cas concrets où on voit tout de suite l'intérêt. On a un de nos clients d'ailleurs qui nous dit avec Skyrill, on fail fast. C'est-à-dire on se plante parce que de toute façon, notre métier, c'est de se planter, mais au moins, on se plante rapidement. Et c'est l'intérêt de la VR, c'est qu'on voit tout de suite là où il y a des problèmes. Ça te permet de vite faire le tri entre tes projets R&D qui ont vraiment du potentiel et ceux où Ça rapidement peut tu être vois qu'il y ça, a des blocages. clairement. Donc, je n'ai pas de chiffres à donner, malheureusement. Non, c'est vrai que c'est très compliqué d'avoir du chiffre, surtout que ça reste quelque chose d'assez récent, d'assez utilisé que dans certaines industries encore pour le moment. Donc c'est vrai que c'est difficile d'avoir du chiffrage. Mais pour continuer sur un peu cette question-là, on a AG Control qui nous demande, en parlant de marketing, est-ce qu'il y a une démarche en termes de mesure bilan carbone du cycle de vie des produits livrables et en termes de gain de temps? C'est pareil, c'est compliqué à dire. Je peux vous parler pour Skyrill, je ne sais pas si je peux vous parler pour la VR en général. On voit tout de suite les gains carbone quand il s'agit de collaboration. C'est-à-dire quand vous comparez un voyage en avion avec un produit de réalité virtuelle. Typiquement, l'exemple que je vous ai dit avec le satellite, une des solutions, ça aurait été de dépêcher un expert à Kourou. Donc ça veut dire qu'une personne doit se déplacer à Kourou. Ça, typiquement, pour le bilan carbone, c'est pas top. C'est pas toujours le cas. En vrai, il y a beaucoup de trucs qu'on fait avec la VR en général qui pourraient être faits avec un Skype ou avec un autre logiciel de visio. Donc le bilan carbone, il dépend tellement des usages que finalement, c'est assez difficile à répondre. Et après, le cycle des produits, je pense que si on parle vraiment des produits de type casque et PC, c'est pareil, il faut être honnête, vu qu'on est dans une industrie qui est toute récente et toute jeune, les casques, ils ont une durée de vie qui est assez limitée. On a un casque, il est devenu désuet au bout de 4 ans. Et ça, c'est vrai que c'est un peu dommage parce qu'on va jeter un peu du matériel à la poubelle et on n'est pas obligé de le jeter, hein, il peut quand même servir, mais disons que l'immersion qu'on aura dans ce casque qu'à 4 ans d'âge n'est pas du tout la même que dans le casque qu'on pourrait avoir aujourd'hui sur le marché. Et même chose pour les PC. Les PC, ça bouge très très vite. Donc, d'autant plus que les nouvelles technologies qui sortent en ce moment ne sont pas rétrocompatibles ou très difficilement rétrocompatibles. Donc, c'est vrai que ça peut coûter cher. Je vous propose, je suis désolé, je vous propose qu'on passe un petit peu à la suite parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. N'hésitez pas à poser les questions également, même si on n'a pas le temps de répondre, on essaiera d'y répondre par la suite. Mais voilà, qu'on ait le temps aussi d'aborder ce point-là qui est important, c'est quels sont les types de profils qui vont réussir dans la VR, qu'est-ce qu'ils vont rechercher en général ou qu'est-ce qu'il faut qu'ils aient fait comme parcours et notamment quelles sont un peu les différences que tu vois entre ce que vous allez rechercher vous par exemple chez Skyrill et ce qu'un profil plutôt jeu vidéo, dans le jeu vidéo.
qui sont des Ouais, profils finalement assez différents. Vous n'allez pas rechercher forcément la même chose ou les mêmes compétences clairement. que quelqu'un qui va aller dans le jeu vidéo pur. Clairement, quelqu'un qui vient du jeu vidéo, on en revient un petit peu à ce qu'on disait au début, cette idée de triche est vachement importante. Et encore une fois, quand je dis triche, c'est pas du tout péjoratif, hein, je veux dire, Bien sûr. mais leur métier, c'est d'arriver à trouver une manière de faire les choses avec une très haute performance et dans un contexte très spécialisé. Nous, c'est un petit peu l'inverse. On a besoin d'une performance qui est stable, pas forcément haute, mais au moins stable et qui fonctionne dans tous les cas de figure. Donc, c'est un petit peu différent à ce niveau-là. Sur les profils qu'on recherche pour te répondre, moi enfin, je pense qu'une école par exemple qui formerait des gens spécialisés en VR nous servira à rien. C'est-à-dire que la spécialité VR, on l'a chez nous et on est capable de former les gens dessus. Et finalement, c'est pas quelque chose de très important. C'est-à-dire que c'est un petit peu ce que je vous ai dit aujourd'hui. Une fois qu'on a compris qu'il fallait faire attention à l'input lag, qu'il fallait pas trop faire tourner les gens, qu'il fallait pas trop faire de réfraction, réflexion, bah, finalement, il n'y a pas grand-chose à savoir sur la VR. Après, ça s'apprend assez vite. Il faut savoir de temps en temps, enfin, il faut qu'il y ait quelques personnes qui sachent que c'est par exemple une matrice de projection asymétrique. Bon, voilà, on n'a pas besoin que tout le monde dans l'équipe sache ça. Par contre, ce qu'on aime et ce qu'on apprécie beaucoup, c'est des personnes qui ont cette capacité de, bah, un petit peu comme n'importe quel développeur logiciel en général, de construire un applicatif qui est bien structuré et surtout d'avoir des compétences dans tout ce qui va être la 3D en général. C'est-à-dire que la VR en elle-même, on s'en fout un petit peu, on la met un peu de Ouais. côté. C'est pas tellement ça ce qu'on recherche quand on recherche un profil. Par contre, quelqu'un qui est spécialisé dans la 3D, qui est capable de nous dire comment fonctionne le pipeline graphique, qu'est-ce que c'est qu'un shader, voilà, c'est comment on intègre, par exemple, une interface com, c'est bête, mais ça peut être des choses intéressantes. Un senior technical artist, typiquement, c'est vrai qu'on s'éloigne un petit peu. Là, je suis en train d'expliquer que le dev, mais c'est vrai qu'on recherche aussi on recherchera beaucoup plus facilement un technical artist, un tech art, plutôt que simplement un infographiste. Ouais. Ça ne nous intéresse pas d'avoir simplement quelqu'un qui sait faire quelque chose de joli, parce que nous, le modèle 3D vient de nos clients. C'est Par ça. contre, d'avoir quelqu'un qui est capable de savoir comment faire pour faire une lumière qui est jolie, comment faire pour avoir des rendus qui sont parfaits, ou c'est quoi la différence entre un MSA et un TXA, enfin, c'est des petites subtilités comme ça qu'on recherche bien plus chez Skyreel qu'on ne chercherait enfin, dans un outil de jeu vidéo, enfin, dans un jeu vidéo en général, quoi. Finalement, un jeu vidéo, s'il est beau mais qu'il bug, c'est pas très grave, alors que vous, c'est un peu l'inverse. Il faut que ça soit très facile Ça, d'utilisation et très intuitif, aussi bien visuellement clairement. que techniquement. Et ouais. Typiquement, chez nous, c'est quelque chose de bête, mais un tech artist, peut-être, Louis, tu râlerais, mais chez nous, on a un seul matériau pour toute la scène, et le matériau, il ne fait qu'afficher une couleur. C'est-à-dire qu'on n'a pas ni réflexion, ni réflexion, on n'a pas d'effet sur les matériaux, on n'a pas de Pas utile texture. pour. C'est pas utile, en fait. C'est ça qu'on s'aperçoit, c'est que ça consomme énormément en carte graphique, c'est-à-dire uploader une texture 8K dans la carte graphique, ça coûte un max, et nous, ça ne nous sert à rien. Donc, typiquement, ça, on ne fait pas. Et c'est aussi les subtilités de l'industrie par rapport aux jeux vidéo, c'est que dans le jeu vidéo, on va tout le temps se poser la question d'optimiser les textures, de faire des loads, de faire ce genre de choses. Là où dans l'industrie, il faut être honnête, on s'en fout un petit peu parce que faire des loads, ça coûte du temps, optimiser les textures, on n'en a pas besoin. Donc, c'est des choses, en fait, on n'a pas du tout la même approche que dans le jeu vidéo. Et c'est pour ça que des développeurs jeux vidéo ne sont pas forcément adaptés pour travailler bille en tête dans un logiciel industriel. Par contre, c'est ce que je te disais, ils ont les bonnes compétences de base, c'est-à-dire ils savent comment fonctionne le pipeline, ils savent comment fonctionne à peu près tout dans un moteur de jeu, et ça, c'est agréable. Ok. Ouais, et puis c'est vrai qu'on voit beaucoup, là, ça c'est mon point de vue de recruteur, mais on voit beaucoup de jeunes et de gens qui, passionnés par le jeu vidéo, veulent se lancer dans le jeu vidéo parce que et ben, j'ai envie de leur répondre aussi, c'est que les problématiques du jeu vidéo, vous pouvez les retrouver ailleurs que dans le jeu vidéo. Et surtout, si c'est vraiment les problématiques qui vous intéressent et pas seulement le monde du jeu vidéo, vous aurez des problématiques qui sont probablement peut-être même plus intéressantes dans l'industrie ou dans l'information, des choses comme ça. Et vous aurez aussi plus de possibilités. Vous aurez la possibilité aussi d'avoir des salaires et des conditions de travail qui sont quand même beaucoup plus sympathiques que dans le jeu vidéo où souvent, bah, voilà, comme tu disais un peu, la notion de crunch et de choses comme ça, bah, tu ne l'as pas dans l'industrie. Bah là, je peux te répondre pour Skyreel. En tout cas, Mm. Skyreel, on est éditeur logiciel. Ça fait une énorme différence avec ce que connaissent beaucoup d'informaticiens. Mm. C'est que dans la plupart des métiers de l'informatique, on est donc, dans le jeu vidéo, ça c'est un cas un petit peu à part, mais on a des deadlines fixes ou on est dans du service. Et dans un cas comme dans l'autre, quand il y a une deadline, il y a une deadline et il faut absolument que ça soit tenu. Enfin, on va dire en général, ça dépend des boîtes. Mais chez nous, on n'est pas du tout dans cet aspect-là. On n'est vraiment
en train de se dire que si jamais on a une deadline, mais que ça serait extraordinaire de rajouter un petit truc en plus, et ben tant pis, on décale la deadline. On a des clients qui râlent un petit peu, ça arrive. Je dis pas le contraire, mais on est capable de se dire qu'il y a plus important qu'une deadline et que notre soft doit être souple. Et ça, c'est peut-être l'aspect startup qui nous donne un petit peu cet avantage-là. C'est qu'il faut garder de la souplesse dans nos manières de travailler et c'est quelque chose qui est assez agréable, notamment face aux jeux vidéo, quand on connaît les crunchs et quand on sait que finalement le marketing est bien plus important dans un jeu vidéo que toute la partie technique et que même s'il sort buggé, c'est pas grave, il faut qu'il sorte. Et nous, on n'a pas du tout cette idée-là, il faut que ça sorte et que ce soit pas buggé, il faut qu'on ait une certaine qualité. Donc voilà. Bon, ça, plus le côté startup qui est sympa, donc il faut être honnête, j'en glisse un petit mot, mais faire des jeux vidéo le midi pendant une pause d'1 heure, c'est sympa, quoi. Non, on est d'accord. Mais... Là, ça me manque, le petit FIFA avec les collègues le midi, c'est vrai que ça détend. Voilà, c'est ça. Nous, c'est clairement, nous, c'est un petit Fall Guys le midi, mais bon, on n'est pas dans une humeur prise de tête. Ce qui compte, c'est que le 3S soit fait, que ça réponde à un vrai besoin. C'est-à-dire qu'on a aussi on part vraiment du besoin client avant de partir d'une idée qu'on pourrait avoir qui est géniale. On essaye de s'attacher toujours à essayer de répondre à un vrai besoin, quoi. Et je reprends le dernier message de Louis, qu'il faut aussi mentionner, hein, c'est vrai, le milieu du jeu vidéo s'améliore quand même depuis les dernières années, et c'est vrai qu'on voit, je pense qu'il commence un petit peu à faire un petit peu le ménage sur les pratiques qui pouvaient parfois être un peu dangereuses dans le milieu, archaïque dans le milieu du jeu vidéo. Maintenant, ça reste un milieu, et c'est ça aussi que je voulais dire, il y a beaucoup, c'est donc le milieu le monde de la tech, souvent, quand on est candidat, on trouve facilement plus ou moins facilement du travail, il y a beaucoup plus de postes qu'il n'y a de candidats. Le jeu vidéo, c'est l'inverse, c'est-à-dire que tout le monde veut faire du jeu vidéo et que du coup, forcément, en termes de possibilités de négociation et de poids dans la négociation, on va dire, à l'entrée, vous en avez beaucoup moins dans le jeu vidéo. Et c'est là aussi où, si c'est vraiment les technologies que vous avez utilisées et l'innovation que vous avez dans le jeu vidéo qui vous intéresse, vous pouvez retrouver les mêmes problématiques dans d'autres secteurs qui peuvent aussi vous permettre de trouver d'autres intérêts que d'être dans le pur jeu vidéo. Et c'est vrai que beaucoup de gens aussi qui en sortent, parce que je sais pas seulement pour les gens qui veulent rentrer, mais les gens qui sortent du jeu vidéo, qui veulent continuer cette problématique-là, mais qui après 10 ans sont un peu fatigués, veulent voir autre chose, vous pouvez retrouver des défis techniques qui vous intéressent et que vous avez connus, mais sur d'autres secteurs, et vous n'êtes pas obligé de vous enfermer dans ce seul secteur-là. Et, ce que je peux rajouter juste pour te répondre, c'est que l'intérêt que ça a, c'est aussi que dans un secteur industriel, il y aura beaucoup plus d'évolution sur les autres métiers annexes à votre métier. C'est-à-dire que je vais extrapoler pour Louis, c'est que si par exemple son métier c'est d'être tech artiste spécialisé dans la fumée, dans le jeu vidéo, effectivement, ça dépend les moteurs, enfin ça dépend les éditeurs de jeux vidéo, mais si on peut avoir un poste de spécialiste de la fumée, entre guillemets, là où dans un truc industriel, faut être honnête, on n'a pas les mêmes moyens, donc une personne va être obligée d'un peu tout faire. Et quitte à de temps en temps faire un peu de visual scripting, voilà, c'est d'être beaucoup plus pluridisciplinaire. Mais ça, c'est peut-être pas tellement lié au côté industriel qu'au côté startup, et qu'au fait qu'on est plus petit. Mais disons que dans le milieu industriel, il y aura plus de petites boîtes, et donc ça se fera ressentir aussi, quoi. Et puis l'innovation se fait souvent à travers des petites boîtes. Le problème des grosses structures, on en discutait un petit peu justement par rapport à Skyroll et l'origine de Skyroll. Mais en tant que petite boîte, vous êtes plus petit, vous pouvez itérer plus vite, vous avez moins de validation et des choses comme ça, moins de problématiques de sécurité, etc. Et donc c'est vrai que ça permet aussi, les petites équipes permettent d'innover plus vite. Et tu peux aussi avoir cette liberté-là, alors que c'est vrai que dans le jeu vidéo, même si c'est très créatif, très innovant aussi, c'est souvent, à part ça dépend quand on pense aux gros studios, on est sur des machines de guerre assez énormes aussi, et où les choses sont peut-être un peu plus parcellisé que ce qu'on peut avoir dans une startup où effectivement, et ça c'est pas dû que jeux vidéo, mais dans les startups globalement les scopes sont plus larges parce que justement c'est aussi plus petit et on veut toucher à tout, quoi, même. Clairement. Et du coup, pour un peu finir, avant que Marie reprenne rapidement la parole, est-ce que tu auras un conseil pour ceux qui veulent se lancer, aussi bien côté candidat, effectivement, comme on vient d'en parler, mais aussi pour des gens qui voudraient lancer de nouvelles solutions, pour les entrepreneurs, des choses comme ça? Pour les candidats, moi je vous dirais que ce qu'il ne faut pas faire et qui sert absolument à rien, du moins si vous voudriez venir chez nous, ça ne sert à rien de lancer Unreal Engine ou Unity et de cliquer sur le bouton Projet Template VR. C'est-à-dire que c'est très intéressant de voir comment fonctionne la VR, mais ce n'est pas vraiment ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse chez un candidat, c'est vraiment ce que je vous ai dit, c'est quelqu'un qui a une capacité de faire de l'architecture sur un projet, de comprendre vraiment ce que c'est que de l'héritage et de comprendre l'intérêt que ça a, même dans un projet de type jeu vidéo. Ça, c'est intéressant de comprendre ce que c'est que le pipeline graphique, de savoir comment les choses se passent en arrière-plan et pourquoi c'est important d'avoir par exemple un pixel shader, à quel niveau il se situe face à un vertex shader.
des petites choses comme ça qui sont pour nous importantes parce que quand on va discuter avec la personne, on préfère qu'elle ait la tête bien faite et qu'elle comprenne vraiment nos discussions, quitte à ce qu'elle passe un peu de temps, par exemple, à se former sur du C++ alors qu'elle est habituée à du C#. Voilà, ça, c'est pas très grave. Franchement, un langage par rapport à un autre, c'est pas vraiment ce qui va nous intéresser. Par contre, une personne qui a des compétences générales dans le milieu, en général, enfin, c'est plutôt ça qu'on va chercher. Donc, c'est plutôt se former sur le côté un peu générique du problème plutôt que se focaliser sur un point particulier. Et pour les gens qui veulent se lancer donc pour faire une boîte de VR, ce qui est un petit peu différent, notamment pour le milieu industriel, il y a un sujet qu'on n'a pas du tout parlé, mais qui est important vraiment à comprendre avant de se lancer si vous voulez faire quelque chose un peu comme nous. C'est ce qu'on appelle la data prep. C'est cette capacité de convertir le modèle de la personne en une expérience. Et ça, c'est assez complexe. Il ne faut vraiment pas le négliger, cette partie-là, parce que les formats des utilisateurs sont vraiment... il y en a énormément, des formats 3D sur le marché. Il y en a des beaucoup plus simples à intégrer que d'autres. Et pour être honnête, ce n'est pas forcément ceux qu'on connaît le plus qui sont plus simples. Voilà, donc c'est quelque chose qu'il faut vraiment intégrer parce que c'est une énorme partie de notre travail qui est la partie un peu back-end, qui est cachée et qui pourtant fait que l'expérience marche mieux sur Skyrim que chez certains concurrents. C'est-à-dire que nous, on est capable de vous afficher un avion complet, là où certains concurrents sont effectivement capables d'afficher une très jolie machine-outil, mais ils ne savent pas faire grand-chose d'autre. Et donc, ce côté-là est vachement important. Il ne faut surtout pas le négliger si vous voulez vous lancer dans de la VR aujourd'hui. Bah, je te remercie beaucoup, Benjamin. Je te remercie sincèrement pour le temps et pour tout ce que tu as pu, enfin pour l'expertise que tu nous as apportée. Si jamais il y a peut-être des dernières questions, on peut prendre 5 minutes pour y répondre. Après, je laisserai Marie reprendre la parole. Ouais, je vois qu'il y a une dernière question, Maëg. Il nous reste vraiment pas beaucoup de temps pour répondre. Est-ce que Benjamin, tu as le temps de couvrir celle-là ou pas? Alors, ce que je vois dans la question et que je reformule, c'est la VR et le deep learning, on va dire, ou pas l'IA au sens jeu vidéo du terme. Alors, il y a deux choses qu'il faut séparer. Il y a le calcul de l'image. Et donc là, il y a beaucoup d'IA, effectivement, sur la manière dont on va optimiser un petit peu l'image, faire des rendus un peu plus jolis, et ainsi de suite. Et donc ça marche plutôt très bien. C'est-à-dire qu'il y a de l'IA dans les casques, ça va arriver de plus en plus, et tant mieux. Et l'IA est vraiment fait pour afficher, enfin, disons qu'elle est conçue pour calculer sur des matrices 2D ou 1D, donc c'est-à-dire soit de la voix, soit de l'image. Elle est conçue pour faire ça. Pour aller un petit peu plus loin, par contre, une IA capable de traiter, par exemple, des mèches, c'est-à-dire de savoir qu'un cube est un cube, ça n'existe pas vraiment. Comme je vous ai dit, l'IA, elle est principalement conçue sur ce qu'on appellerait de la 2D, entre guillemets. Alors, côté reconnaissance de forme sur la réalité augmentée, alors là, oui, parce que du coup, on est sur une matrice 2D. Ce que j'appelle la matrice, c'est le nombre d'informations que vous allez pouvoir empiler sur le nombre de dimensions. Donc, par exemple, une image sur votre écran, c'est de la 2D. Par contre, dans la 3D, un cube, c'est de la 3D. Donc, si vous voulez savoir de l'IA, par exemple, sur de la reconnaissance de forme d'IA, si vous travaillez sur de la 2D, ça marchera très bien. Si vous travaillez sur de la 3D, ça n'existe pas. Je ne sais pas si c'est très clair la subtilité, parce que c'est vrai que quand on a l'impression qu'on voit de la réalité augmentée, on a l'impression que c'est de la 3D, mais en fait, le calcul ne se fait que sur l'image. Sur une image qui est finalement 2D, même si on a une notion de profondeur, ça reste quand même de la 2D. Donc voilà. Donc l'état de l'art de l'IA est plutôt situé à ce niveau-là, c'est-à-dire on sait travailler sur une matrice 2D, mais pas sur une matrice 3D. Ça va arriver, hein. C'est une question de temps. Et Mais d'intérêt. il y a d'ailleurs des choses qui commencent à arriver autour des processeurs justement deep learning, ce qu'ils appellent Intelligence Processing Unit là, où je sais que c'est vrai que souvent on utilise des cartes graphiques pour calculer des algorithmes de deep learning, parce que avec le côté vectoriel, etc., c'est pratique. Et, du coup, là, ils sont en train de réfléchir à des espèces de processeurs spécialisés. Et j'ai eu le cas d'un candidat qui s'est amusé, il travaille pour une boîte là-dessus, il s'est amusé à faire tourner du ray tracing justement sur ce type de carte pour tester un peu l'utilité. Et c'est vrai qu'il y a des possibilités qui peuvent arriver dans le futur autour de tout ça aussi, avec des puissances de calcul plus fortes, ou plus adaptées du moins. Clairement. Et pour répondre à Louis, ouais, le Z-buffer est très utilisé du coup pour l'IA, mais par contre, ça reste quand même une matrice 2D. Enfin, on considère ça comme une matrice 2D, pas une matrice 3D. On travaille quand même en 2 dimensions, c'est-à-dire pour un pixel, savoir une information. On ne travaille jamais pour un endroit de l'espace, avoir une information. Et ben Benjamin, encore une fois, je te remercie sincèrement pour le temps que tu as accordé. C'était très intéressant. C'était un vrai plaisir, encore une fois, de discuter avec toi. J'espère que l'échange aura intéressé tout le monde ici présent. Je vais laisser rapidement Marie reprendre la parole pour expliquer la suite et notamment pour le replay.
Bon, bah, merci à tous les deux et merci à tous ceux qui ont participé. Pour information, on fera un article qu'on mettra sur le blog d'Urban Linker et je pense qui sera aussi repris sur le blog de Skyreel pour pouvoir un peu résumer tout ce qui a été dit. Comme ça, les personnes qui n'ont pas pu participer au webinaire pourront avoir les réponses. Donc, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions qui n'ont pas pu être abordées. On refera un point avec Maëg et Benjamin pour valider l'article et il devrait sortir, je pense, la semaine prochaine. On va voir si, en fonction du temps de tout un chacun pour pouvoir le valider. Eh bien, merci Super. beaucoup, Marie. Merci à tout le monde. Merci à tout le monde, merci à Benjamin, et puis à très bientôt. Ouais, merci à Urban Linker de nous avoir invités. Merci. Avec grand plaisir. Merci encore à Skyrio et à Benjamin d'avoir participé. Allez, bonne journée. Au revoir, bonne journée.